Au plus profond des archives de la célèbre institution Smithsonian se trouve un document dont le contenu pourrait bouleverser totalement notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Ce livre mystérieux, officiellement daté du XVIe siècle, n'est pas une simple collection de fantaisie artistique. Il s'agit de quelque chose de bien plus troublant et significatif. À y regarder de près, il devient évident que nous sommes peut-être face au seul témoignage documentaire ayant survécu d'une époque que nous appelons la civilisation antédiluvienne. C'était un temps où le monde était radicalement différent et où la frontière entre le mythe et la réalité était floue. L'étrangeté commence dès les premières pages. Selon la version officielle de l'histoire, nous avons une idée claire de la manière dont vivaient les peuples anciens, des outils qu'ils utilisaient et des animaux qu'ils pouvaient rencontrer dans la nature. Pourtant, cet artefact défie ouvertement la science moderne et nous oblige à remettre en question la fiabilité de nos manuels. L'ouvrage est structuré en deux parties, chacune documentant des aspects de la vie qui semblent impossibles. La première est consacrée aux méthodes de chasse. Aux côtés des éléphants, des tigres et des sangliers que nous connaissons, on y voit des humains combattre des créatures qui, selon les biologistes, n'auraient pas dû exister à cette époque. La seconde partie nous plonge dans la vie quotidienne et l'organisation sociale du monde antique, révélant des technologies et une hiérarchie dans lesquelles les humains coexistaient avec ceux qu'ils appelaient des dieux. L'auteur de cette chronique ne cherche pas à créer un conte de fées. Le style d'écriture rappelle davantage une encyclopédie ou un manuel de survie, où l'impossible est décrit comme une routine quotidienne. C'est précisément ce caractère banal, appliqué à des événements incroyables, qui est à la fois effrayant et fascinant. Il n'y a ici aucune place pour l'allégorie, seulement une exposition sèche des faits de la vie d'un monde ayant survécu à une réinitialisation globale. Avant de tourner la première page de cette histoire interdite et de toucher aux secrets cachés depuis des siècles, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Ainsi, tu ne manqueras pas la vérité sur notre passé. Pense aussi à aimer la vidéo à l'avance, cela aide à diffuser ce savoir et à ouvrir les yeux d'un plus grand nombre de personnes. Devant nous s'ouvre une plongée dans une réalité où les légions romaines utilisent des mécanismes inconnus pour combattre d'énormes reptiles, et où les monstres marins constituent pour la navigation un problème aussi courant que les tempêtes. Nous verrons un monde où la chasse aux dragons n'était pas l'exploit d'un héros solitaire, mais une opération tactique coordonnée impliquant toute une armée, et où les technologies de l'Antiquité surpassaient de nombreuses réalisations des siècles suivants. Ce voyage au cœur des âges montrera que notre histoire connue n'est peut-être qu'un fragment d'une ancienne grandeur, miraculeusement préservée après une catastrophe. En ouvrant la première partie de cet étonnant manuscrit, le chercheur est confronté à ce qui ressemble d'abord à un mélange absurde d'espèces biologiques. Cette section du livre est consacrée à une activité en apparence banale, les méthodes de chasse. Pourtant, c'est précisément ici que l'image familière du monde commence à s'effondrer. Sur des pages voisines de scènes de chasse au sanglier, au tigre, à l'éléphant et au taureau, figurent des descriptions détaillées de la chasse à des créatures qui, dans l'esprit moderne, appartiennent fermement à la mythologie et aux contes. Le chroniqueur ne fait aucune distinction entre ces espèces. Pour les gens de cette époque, chasser un lézard géant était aussi normal que traquer un cerf. Cette disparition de la frontière entre le fantastique et le quotidien provoque le plus grand étonnement, d'autant plus que les créatures sont représentées avec une précision anatomique propre aux atlas scientifiques et non aux icônes religieuses. Une attention particulière est portée aux activités des légions romaines. Il apparaît que leurs machines militaires n'étaient pas uniquement destinées à la conquête de peuples voisins, mais aussi à l'affrontement d'une faune dangereuse. Le document saisit un moment d'attaque coordonnée de soldats contre un dragon colossal à l'apparence serpentiforme. Cette créature, mesurant entre 4 et 5 mètres de long, diffère nettement des serpents ordinaires, dont les méthodes de capture sont également illustrées ailleurs dans l'ouvrage. Ici, nous voyons un puissant prédateur reptilien criblé de flèches et transpercé de lances. La scène est dépourvue de tout héroïsme. Il ne s'agit pas du combat d'un héros solitaire contre un monstre, mais d'une opération méthodique et soigneusement planifiée visant à éliminer une menace ou à obtenir un trophée. Un élément encore plus choquant de cette chronique est cependant l'équipement technique des chasseurs. À l'arrière-plan, soutenant l'action de l'infanterie,
apparaissent des mécanismes dont l'existence contredit totalement la science historique officielle. Les Romains utilisent des dispositifs complexes montés sur roues. Leur conception évoque soit des pièces d'artillerie primitives, capables de projeter de lourds projectiles, soit des balistes d'une puissance extraordinaire. La présence de telles technologies suggère que le niveau de pensée ingénieriale de l'Antiquité était bien plus élevé qu'on ne le croit généralement, et que de nombreuses inventions ont simplement été perdues ou oubliées au fil des siècles. La répartition géographique de ces créatures ne se limitait pas à une seule région. Les chroniques nous conduisent en Inde et dans d'autres régions du monde antique, où des populations locales, vêtues de coiffes et d'habits spécifiques, affrontent de grands dragons dépourvus de pattes, mais dotés de crêtes massives sur le dos. Pour neutraliser ces reptiles, on utilise des massues et le feu, ce qui indique un niveau de danger extrême et une grande résistance des proies. Les légendes latines classent ces êtres comme une espèce distincte, les séparant clairement des reptiles connus. Le caractère mondial de cette lutte contre les monstres amène à s'interroger. Si la Terre était habitée par de telles créatures redoutables, nécessitant l'usage de l'artillerie et du feu, quelles horreurs se cachaient alors dans les profondeurs des océans et sur d'autres continents, où les marins commençaient à peine à tracer leur route. Le monde de cette époque était rempli de dangers, et l'humanité devait constamment défendre son droit à l'existence dans un environnement où elle était loin d'être le seul prédateur dominant. Si nous détournons notre regard des combats terrestres contre les reptiles pour le porter vers l'eau, il devient évident que les océans du monde antédiluvien abritaient des menaces sans commune mesure avec nos conceptions modernes de la faune marine. Les chroniques nous transportent dans le port d'une grande cité antique, dont l'architecture rappelle la grandeur de Rome. Cependant, la vie paisible du port est brutalement interrompue par l'apparition d'une créature que l'on peut qualifier sans hésitation de léviathan marin. Il ne s'agit pas simplement d'un grand poisson ou d'une baleine, mais d'un monstre agressif lançant des attaques ciblées contre les navires humains. La créature décrite possède la capacité de projeter de puissants jets d'eau, qu'elle utilise comme une arme biologique à longue portée. La force cinétique de ces projections est telle qu'elles peuvent couler ou faire chavirer des embarcations, transformant la pêche et le commerce en activités mortelles. La réaction des habitants de la cité face à cette menace est remarquablement organisée. Le monstre n'est pas seulement chassé, il est capturé dans un piège préparé à l'avance. L'utilisation de filets géants et de mécanismes spéciaux indique que de telles incursions de géants marins n'étaient pas des incidents isolés, mais un problème régulier, pour lequel existaient des technologies éprouvées et une infrastructure portuaire adaptée. En poursuivant notre exploration géographique de ce monde oublié, le document révèle l'existence de peuples entiers que l'on considère aujourd'hui comme des créations de l'imagination. Une vaste scène se déploie, montrant une guerre cruelle et destructrice entre une race d'êtres humains extrêmement petits, les pygmées, et une population d'oiseaux géants. Ce conflit est total. Étendards, lances et tactiques de siège sont utilisés. Les petits guerriers démontrent un haut degré d'organisation sociale et de compétences militaires. Leur cavalerie mérite une attention particulière. Ils utilisent des chèvres comme monture de guerre, ce qui nous semble étrange, mais constituait manifestement une solution efficace dans leur environnement. Les oiseaux, quant à eux, défendent leur nid et leur progéniture, transformant le conflit en une lutte pour le territoire et les ressources. Il est important de souligner que la description de ce peuple étrange et de sa guerre éternelle contre des géants ailés n'est pas une invention isolée de l'auteur de ce livre. Des témoignages similaires apparaissent dans l'Odyssée médiévale et dans de nombreuses sources décrivant les terres de la Grande Tartarie. La présence de références croisées dans différents documents de cette époque confirme que nous ne sommes pas face à un mythe, mais à un savoir ethnographique systématique sur une réalité passée. Des voyageurs et chroniqueurs de divers pays ont rapporté les mêmes faits, faisant de l'existence de cette race oubliée une réalité historique ultérieurement effacée des manuels. Le monde était autrefois habité par de nombreuses espèces intelligentes qui ont disparu ou ont été détruites. Mais si les pygmées combattaient des oiseaux aux confins du monde connu, des événements tout aussi terrifiants se déroulaient au cœur des civilisations antiques. Le regard du chroniqueur se tourne vers la vallée du Nil,
où les méthodes de survie exigeaient encore plus d'ingéniosité et de courage. En progressant sur la carte du monde antique vers la vallée du Nil, nous rencontrons une description encore plus détaillée et effrayante de la faune locale. L'Égypte présentée dans ce document est bien loin des scènes pastorales familières de l'agriculture. Il s'agit d'un territoire de lutte acharnée pour la survie, où les humains faisaient face à des créatures dont la biologie suscite encore aujourd'hui de vifs débats. Les chroniques détaillent le processus de chasse à d'énormes reptiles vivant dans des crevasses rocheuses et des grottes. Les habitants utilisaient des tactiques complexes. Un prédateur doté d'une force colossale était attiré dans un espace confiné, préalablement équipé de lourds filets et de pièges. Ce n'est qu'après l'avoir immobilisé que les chasseurs pouvaient l'achever à l'aide d'arcs et de lances, ce qui témoigne du danger mortel d'un affrontement direct. Les sceptiques pourraient affirmer qu'il s'agit simplement de crocodiles du Nil. Cependant, une analyse anatomique des créatures représentées détruit totalement cette hypothèse. L'auteur du manuscrit consigne les détails avec une rigueur scientifique qui rend impossible leur identification à des espèces connues. Contrairement aux crocodiles à la silhouette basse, dont les membres sont surtout adaptés à la nage et à de courts élans, les créatures du livre possèdent de longues pattes puissantes, leur permettant de courir rapidement sur la terre ferme et de soulever leur corps bien au-dessus du sol. Leur dos est orné de crêtes massives, et la structure des écailles et du crâne indique une classe biologique entièrement différente. Les légendes latines confirment cette interprétation, employant une terminologie liée aux dragons et aux monstres serpentins, les distinguant clairement des reptiles ordinaires. Il s'agit de preuves directes que, durant cette période historique, des espèces reliques de dinosaures ou de dragons existaient en Égypte et faisaient partie de l'écosystème quotidien. Mais les mystères biologiques de cette époque ne se limitaient pas aux seuls lézards géants. Dans cette même section du document, la présence de créatures que nous considérons habituellement comme issues de la mythologie antique est également consignée. Il s'agit des satyres, des humanoïdes au torse humain, mais dotés de jambes de bêtes à sabots fendus et de cornes sur la tête. Dans le contexte de ce livre, où tout est représenté avec une précision documentaire, leur apparition ne ressemble pas à une allégorie, mais à l'enregistrement d'un fait biologique réel. Une question logique se pose. Ces êtres étaient-ils le résultat d'une évolution naturelle, une branche sans issue du développement, ou observons-nous les traces d'anciennes expérimentations génétiques ? Leur coexistence avec les humains est présentée comme allant de soi, sans la moindre trace de mysticisme, ce qui nous oblige à repenser la nature de nombreuses légendes. Peut-être que ce que nous prenions pour des contes n'était qu'une description de voisins bien réels de nos ancêtres. Ce monde, peuplé de reptiles prédateurs et de chimères génétiques, apparaît chaotique et hostile. Entouré de telles menaces, l'humanité aurait difficilement pu bâtir seule une civilisation avancée. Et c'est ici que la chronique opère un tournant brutal. Laissant derrière elle la nature sauvage, la narration passe à la seconde partie, révélant le secret de la gouvernance de ce monde complexe. Quelqu'un devait instaurer l'ordre dans ce chaos, et ces quelqu'un possédait un pouvoir et un savoir dépassant l'entendement humain. Il est temps de regarder ceux que les anciens appelaient des dieux. En abordant la seconde partie de ce mystérieux manuscrit, nous quittons les étendues sauvages peuplées de monstres pour entrer dans le monde ordonné de la société humaine. Cependant, cet ordre est maintenu par des forces dont la nature diffère fondamentalement des dogmes religieux familiers. Dans cette chronique, les soi-disant dieux n'apparaissent pas comme des esprits éthérés et désincarnés résidant dans des cieux inaccessibles, mais comme des souverains pleinement matériels, présents ici et maintenant. Ils descendent parmi les hommes non sous forme de visions métaphoriques, mais à bord de moyens de transport bien réels, des chars et des véhicules volants complexes, accompagnés de leur entourage et d'une démonstration de richesse matérielle. Ces entités supérieures jouent le rôle de curateurs directs de la civilisation. Sous nos yeux se déploie une scène d'éducation globale de l'humanité. Les dieux, représentés avec une précision quasi portraitiste, supervisent personnellement les domaines clés de la vie. Ils enseignent l'agriculture, contrôlent la fabrication des armes et transmettent leur savoir en matière de filage, d'architecture et de navigation. Il ne s'agit pas d'inspiration mystique, mais d'un processus concret de gestion. Des mentors divins,
tels que Panacée ou des figures incarnant l'ordre policier, personnifient à la fois symboliquement et factuellement la médecine et la structure politique, introduisant loi et technologie dans la société humaine. Les maximes latines accompagnant ces scènes exaltent le travail, la discipline et la victoire sur l'oisiveté. Cette idéologie rappelle des systèmes sociaux stricts d'époques plus récentes, où chaque individu n'était qu'un rouage dans une immense machine, et où les puissances supérieures agissaient comme des enseignants sévères guidant le progrès d'une main ferme. L'hypothèse qui découle de ces éléments est que la civilisation antédiluvienne était gouvernée de l'extérieur ou coexistait avec une race plus avancée. Ces dieux vivaient parmi les hommes, faisaient partie intégrante de la société, mais occupaient le sommet de la pyramide hiérarchique. Ils ont transmis les sciences, les arts, la musique et l'alchimie, transformant le monde antique en une structure hautement développée. On a l'impression que l'humanité de cette époque était placée sous la protection de puissants gardiens, qui non seulement la protégeaient de l'environnement extérieur, mais forçaient également son développement, en transmettant un savoir pour lequel les hommes n'étaient peut-être pas encore prêts. Cependant, la distance sociale entre les mentors et leurs élèves ne se manifestait pas seulement par le statut ou les vêtements. Une analyse attentive des images révèle une différence biologique fondamentale entre l'élite dirigeante et la population ordinaire. Cette inégalité saute aux yeux dès que l'on compare l'échelle des figures gravées. Les souverains divins et les héros de l'Antiquité dominaient la foule non seulement de manière symbolique, mais aussi physiquement, possédant des proportions qui seraient aujourd'hui considérées comme anormales. C'est précisément cet aspect, le gigantisme des figures historiques, qui devient la clé pour comprendre le véritable visage de l'Antiquité. En examinant les gravures consacrées aux grandes figures historiques et aux souverains du passé, nous rencontrons un phénomène qui ne peut être rejeté comme une simple convention artistique ou une allégorie de la grandeur. Dans cette chronique, l'échelle des personnages a un sens physique direct et il est stupéfiant. On admet généralement que les hommes de l'Antiquité étaient plus petits que nous, mais ce document affirme l'inverse. Le monde était dirigé par de véritables géants. Cela apparaît de façon éclatante dans l'image de trois commandants légendaires, Alexandre le Grand, Hector de Troie et Jules César. Leurs silhouettes sont dessinées avec un soin minutieux, et c'est le rapport de leur corps à l'environnement et aux animaux qui révèle la vérité. Alexandre le Grand est représenté monté sur un éléphant. Pourtant, en observant les proportions, un sentiment de dissonance cognitive s'impose. Le puissant animal de guerre sous lui ne paraît guère plus grand qu'un poney. S'il descendait de sa monture, l'éléphant lui arriverait à peine à la taille. Il ne s'agit pas d'une version miniaturisée de l'animal, mais bien du gigantisme du cavalier lui-même. Si l'on compare la taille d'un éléphant, même de petite taille, à celle de l'homme qui le monte, la stature d'Alexandre et de ses compagnons, Hector et César, devait atteindre au moins 2,50 m, voire 3 mètres. Les chevaux à côté de tels guerriers ressemblent à des jouets, ce qui explique la force physique légendaire des héros antiques, capables de changer le cours des batailles à eux seuls. Ils étaient littéralement des surhommes sur le plan biologique. Cette disproportion se retrouve également dans des scènes de vie paisibles, représentant la cour royale et les travaux de construction. Les souverains assis sur leur trône, ou supervisant la fabrication de briques et l'érection de statues, dominent leur entourage comme des parents au-dessus de jeunes enfants. Pourtant, en observant de plus près les serviteurs, on constate qu'il ne s'agit pas d'enfants. Ils ont des visages adultes, des barbes, une musculature développée et accomplissent un travail physique lourd. Ce sont des adultes pleinement développés, de taille ordinaire, qui ne paraissent minuscules que par contraste avec l'élite dirigeante gigantesque. Cette représentation confirme la théorie de l'existence de deux castes biologiquement distinctes, des humains de taille normale et des souverains géants dotés de pouvoir et d'un statut particulier. Les chroniques ne se limitent pas à la plus haute antiquité et prolongent le récit jusqu'à l'époque des grandes découvertes, ce qui jette également le doute sur cette partie de l'histoire officielle. Les images de Christophe Colomb, Amerigo Vespucci et Ferdinand Magellan regorgent de détails généralement ignorés par les manuels scolaires.
Leurs expéditions ne sont pas montrées comme de simples voyages solitaires de capitaines courageux vers l'inconnu, mais comme des missions accompagnées par des puissances supérieures. Les navires des découvreurs sont entourés non seulement de monstres marins et de sirènes, mais aussi de divinités volantes sur des chars, qui indiquent littéralement la route et protègent les voyageurs. Des drapeaux portant des symboles chrétiens côtoient des dieux païens flottant dans les cieux, suggérant que la découverte de nouveaux continents faisait partie d'un plan global orchestré par cette même élite antique. Magellan et Colomb étaient accompagnés par des entités dont la nature dépassait l'entendement humain, garantissant le succès de leurs entreprises. Si l'on accepte le fait que des figures clés de l'histoire mesuraient 3 mètres de haut et bénéficiaient du soutien de curateurs volants, il devient évident que leur environnement devait être à l'échelle de ces dimensions. Les villes dans lesquelles vivaient ces géants ne pouvaient pas être de simples amas de huttes primitives. Leur architecture devait refléter la grandeur et les paramètres physiques de leurs créateurs. L'aspect architectural de ce monde antédiluvien, tel qu'il apparaît sur les pages du Folio, soulève autant de questions que la biologie de ses habitants. Si l'on prend en compte la stature gigantesque des dirigeants et la présence de technologies avancées, il devient clair que l'urbanisme de cette époque devait répondre à des normes totalement différentes. En étudiant les représentations des villes, on découvre des formes et des structures qui s'écartent radicalement des données de l'archéologie classique, laissant penser que de nombreux monuments antiques que nous connaissons aujourd'hui ne sont peut-être que de pâles copies ou des reconstructions déformées des véritables édifices. Cette divergence apparaît de manière particulièrement frappante dans la représentation de l'Égypte. Les silhouettes massives et triangulaires des pyramides de Gizeh, auxquelles nous sommes habitués, sont absentes. À la place, l'horizon est transpercé par des structures incroyablement hautes et étroites, ressemblant à d'immenses aiguilles ou flèches. Ces dominantes architecturales évoquent davantage des dispositifs techniques, des antennes ou des tours énergétiques que des tombeaux de pharaons. Une telle iconographie alimente des théories audacieuses, selon lesquelles les pyramides actuelles pourraient être soit des reconstructions ultérieures en béton primitif, soit le résultat de transformations radicales ayant dissimulé la véritable fonction de ces édifices. D'étranges symboles, des crânes et des os sont visibles sur ces flèches, pouvant indiquer un lien avec des cultes de la mort ou servir d'avertissement. Mais la pensée ingénieriale à l'origine de ces gratte-ciels de l'Antiquité dépasse clairement les capacités de simples tailleurs de pierre. En Europe, nous voyons des structures généralement attribuées à la civilisation romaine, mais dans un contexte totalement différent. Le célèbre amphithéâtre rappelant le Colisée est représenté non comme une ruine majestueuse, mais comme une machine intacte et pleinement fonctionnelle. Les combats de gladiateurs battent leur plein, les gradins sont remplis et le bâtiment semble faire partie d'une infrastructure encore plus ancienne que les Romains auraient simplement héritée et utilisée. L'absence de traces de destruction ou d'érosion au moment de la réalisation du dessin, ainsi que la proximité de la tour de Babel et des ziggourats, suggèrent que ces édifices existaient simultanément dans une même couche temporelle, bien avant que l'histoire officielle ne les répartisse entre différentes époques et empires. Cependant, la découverte la plus frappante est l'unité architecturale de la planète. En examinant des gravures portant la mention Inde, le chercheur est surpris de découvrir des paysages indiscernables du développement urbain classique européen. Au lieu de pagodes ou de temples hindous traditionnels, on y voit de majestueuses cathédrales à colonnades, des statues équestres au-dessus des entrées et de larges avenues qui pourraient tout aussi bien appartenir aux rues de Rome ou de Saint-Pétersbourg. Ces preuves visuelles constituent un argument puissant en faveur de la théorie d'une civilisation antique unifiée. Il semble qu'avant la catastrophe mondiale, le monde était uni par un code culturel et technologique commun. Un style unique, une sorte de standardisation antique, régnait des rives du Gange jusqu'à la Méditerranée, confirmant que les frontières entre les nations étaient effacées et que le monde était gouverné selon des modèles uniformes imposés par cette même caste supérieure. Ce monde de grandeur monumentale, où la technologie permettait d'ériger des flèches vers le ciel et où le style architectural était universel à l'échelle de la planète, semblait inébranlable. Il apparaissait comme un système parfait, destiné à durer des siècles.
C'est précisément cette invulnérabilité apparente qui rend sa chute encore plus tragique et mystérieuse. Qu'est-ce qui a pu anéantir une civilisation capable de dompter les dragons et de bâtir des cités de géants? La réponse se cache dans les dernières pages, les plus sombres et les plus inquiétantes du livre, où la grandeur laisse place au chaos et à la destruction. Les dernières pages de l'ancien manuscrit nous plongent dans l'atmosphère d'une apocalypse imminente et d'une transformation totale de l'ordre mondial. Si le début de l'ouvrage montrait la stabilité et la grandeur, la fin décrit le douloureux processus de désintégration de l'ancienne ère. Le monde majestueux à l'architecture unifiée et aux technologies avancées commence à se fissurer, et les premiers signes de cette décomposition sont des conflits religieux et idéologiques. La chronique enregistre froidement des scènes de culte de masse du veau d'or, symbole traditionnel de l'abandon de la vraie foi et de la chute dans le matérialisme. Les gens soufflant dans des trompettes et se livrant à l'extase autour de l'idole donnent l'image d'une société ayant perdu ses repères moraux et plongée dans une agonie spirituelle. S'ensuivent des processus qui ressemblent à un changement violent de paradigme civilisationnel. Nous assistons à la destruction de statues et de monuments du passé. Une gravure capture le moment où un colosse portant une symbolique étoilée est renversé, ce qui peut faire référence au culte de Mitra ou à une autre religion solaire. Il ne s'agit pas de simple vandalisme, mais d'un effacement délibéré de la mémoire, d'un iconoclasme marquant l'arrivée de nouvelles croyances. Peut-être le christianisme primitif, qui ont supplanté les anciens cultes par le feu et l'épée. Le changement du paysage religieux se déroule sur fond de ruines, suggérant que la guerre idéologique s'est accompagnée de véritables opérations militaires et de destruction catastrophique des villes. Le chaos s'infiltre également dans la nature biologique de l'homme. Vers la fin du livre apparaissent des images de créatures qui ressemblent au stade ultime d'une dégénérescence génétique, ou au résultat d'expériences ratées ayant échappé à tout contrôle. D'étranges êtres à tête de chien, les légendaires cynocéphales, errent parmi les ruines. L'un d'eux est représenté dans une posture grotesque, dévorant un objet ressemblant à une maquette de bâtiment, ce qui peut être interprété comme une allégorie d'une civilisation dévorant ses propres fondations. Ces chimères, des hommes au corps déformé et aux têtes animales, témoignent de la perte de la pureté biologique de l'espèce, peut-être autrefois préservée par les curateurs supérieurs. L'aboutissement de cette tragédie est la disparition de ces mêmes dieux enseignants. La logique du récit conduit à la théorie d'un reset global. Les entités divines qui enseignaient les sciences et les arts, géraient les constructions et maintenaient l'ordre, quittent la scène. Elles ne meurent pas, mais semblent se retirer, laissant l'humanité seule face à ses vices, à ses mutations et à ses infrastructures détruites. Peut-être leur mission était-elle accomplie, ou peut-être l'expérience fut-elle jugée comme un échec. Le départ des puissances supérieures marque le début des âges sombres, de la dégradation et de la perte des technologies, transformant le monde autrefois uni et prospère en fragments dispersés, contraints de réapprendre à survivre. Ce livre est un document unique qui prouve que l'histoire telle que nous la connaissons n'est qu'une fine croûte dissimulant sous elle un abîme de passé oublié. C'est la preuve d'une réalité où la magie n'était que de la science avancée, où les monstres faisaient partie de l'écosystème et où les dieux marchaient sur la terre. Nous vivons sur les ruines d'une civilisation titanesque dont nous commençons à peine à saisir la grandeur en déchiffrant de tels messages venus des profondeurs du temps. Si ces témoignages d'un monde ancien t'ont impressionné, écris dans les commentaires. Crois-tu à l'existence de géants et de dragons dans notre histoire réelle? Aime cette vidéo? Partage-la avec tes amis et abonne-toi à la chaîne. Nous continuerons à déterrer la vérité qui nous a été cachée. À la prochaine mes amis.